Merci. Pour ceux qui connaissent Edgar Morin depuis un certain temps, ce qui est mon cas, c'est un film qui est à bien des égards fidèle. En tout cas, fidèle à la diversité du personnage. Comme vous avez pu le constater, c'est un personnage qui est à la fois extrêmement enfantin, tendre, amical, qui ne cache pas son émotion quand il parlait de son père, par exemple, et en même temps des passions, parfois même des mauvaises foi. C'est un personnage dont, je n'utiliserai pas le mot complexe, ce serait un peu trop facile. C'est un personnage qui est à la fois très éclaté, et en même temps, vous l'avez constaté en regardant ce film, et on le constate en lisant son œuvre, depuis ses premiers textes, par exemple son travail sur la mort, c'est une pensée qui a germé très tôt et qui s'est déployée de manière continue, par approfondissement. Et je crois personnellement que c'est à cela qu'on reconnaît une pensée ou une grande pensée. Avoir des idées, c'est à la portée de n'importe qui. On a tous des idées, on se lève le matin avec des idées nouvelles. Mais une pensée, c'est rare, et cette pensée qui s'approfondit comme une véritable... Il y a un phénomène de germination, si vous voulez. Alors, je crois que là, il y a un élément tout à fait essentiel. Si on reprend dans ce film, d'ailleurs, à l'occasion, certains d'entre vous ont peut-être reconnu le tout jeune Régis Debray, lorsqu'il s'agissait de tourner le film avec Jean Rouch. Beaucoup de gens sont présents. Edgar Morin a traversé une partie du siècle et il s'est trouvé au bon moment, au bon endroit, rencontrant les gens, disons, importants, les gens essentiels, les pensées se faisant. La révolution, par exemple, cybernétique. Il assiste ou il accompagne cette révolution cybernétique. La révolution de la biologie moléculaire, il est sur place. Il y a quelque chose de très remarquable dans cette figure qui doit une partie de sa grande fécondité au fait d'avoir été là où il fallait être et en même temps de ne pas avoir été enfermé dans des chapelles. Par son travail même, il n'a aucune espèce, au fond, de spécialisation close. Il le dit lui-même, pas sociologue, pas géographe. Il a une formation très atypique. Il fait la guerre, et il a fait un peu de droit, un peu de géographie, un peu de philosophie comme cela. Edgar Morin n'est pas normalien, n'a pas d'agrégation, n'a pas de doctorat. C'est quelqu'un de totalement atypique, qui dirait qu'elle a fait carrière dans l'université au sens classique du terme. Et en même temps, c'est cela qui va lui permettre d'approcher, ou tout au moins de construire des objets qui ne peuvent être construits qu'à partir justement d'un décloisonnement des savoirs. Donc je crois que la première chose qu'on pourrait peut-être faire, c'est les uns et les autres que vous réagissiez à cette figure, comment cette figure vous touche. Peut-être commencer par vous, Raymond Alain Thiétard, qui est dans cette noble maison professeur de management. On parlera tout à l'heure de la chose d'ailleurs dont il n'est absolument pas question, c'est de management, ou de quelque activité qui soit liée à cette noble maison. Donc on vous écoute. Bien, merci beaucoup. Je crois que vous m'avez choisi parce que je suis le plus vieux, c'est pour ça. Non, pas du tout, au contraire. Le plus sage. Le plus sage, oui, ça. Et donc, ma réaction par rapport au film, c'est une admiration pour l'orateur. C'est quelqu'un qui, à l'époque, avait 84 ans. Maintenant, il doit avoir 6 ans de plus, puisque c'était... 94. Une curiosité extraordinaire, un émerveillement sur la vie, sur ce qui l'entoure, un pouvoir d'observation fabuleux et un talent du mot. Je crois que c'est une chose que j'apprécie énormément chez Edgar Morin, c'est le talent de faire une phrase qui est exacte, qui correspond à son ressenti, mais qui correspond aussi à la situation. J'ai pris quelques notes qui en fait vont probablement illustrer le débat que l'on va avoir tout à l'heure. Il parle de sa manière de rédiger. Vous vous souvenez, tout à fait au début, il parlait, c'était en Toscane, chaque jour, il avait des notes, et puis ses idées se transformaient. Elles se transformaient, et c'est le temps qui faisait le travail. Donc il y a cette notion de transformation et de temps qui est très importante dans le processus intellectuel
processus de création d'une pensée qui est la pensée d'Edgar Morin. Après, il y a quelque chose aussi qu'il a dite, c'est le hasard de la vie, cette notion de hasard. Et vous l'avez très bien souligné, il s'est trouvé là au bon moment, avec les bonnes personnes. Ça, ce n'est pas quelque chose qui est contrôlé, c'est quelque chose qui est émergent, c'est quelque chose qui n'a peut-être pas souhaité, peut-être qu'il a su être là où il fallait, mais je ne pense pas qu'on puisse contrôler à ce point. Donc c'est le hasard de la vie. Un autre point aussi, c'est sa capacité de rebondissement. Il reconnaît qu'il fait des erreurs, il rebondit, et il rebondit à partir d'un apprentissage qu'il a fait à partir de ses erreurs. La contradiction chez l'intellectuel qui remet en cause mais qui structure cet aspect de contradiction entre la création du désordre, c'est l'intellectuel qui remet en cause, etc., et puis la création de l'ordre, cette opposition entre des forces qui font que l'intellectuel va contribuer à la création de ce que je peux appeler la complexité. Le dernier point, c'est quelque chose qu'il a dit à la fin, c'est cette force de destruction en interaction avec des forces de création. Lorsqu'il prend la métaphore de la chenille qui se transforme en papillon, donc il y a une destruction, une création. Voilà. Donc ça, c'était mes réactions par rapport à ce que nous avons vu. Le hasard qui ne profite qu'aux esprits préparés. Exactement. Hamid Bouchki. Merci. Alors également, pardon, je précise, enseignant ici, dans cette maison. Oui, ne dites pas depuis quand. Merci. Alors, moi, je suis très ému par le film. J'ai ma première rencontre avec Edgar Morin, en tout cas avec sa pensée, remonte à des temps où j'étais un peu plus jeune, où j'étais encore capable de m'infliger la lecture, je ne sais plus, des 2 ou 3 premiers tomes de la méthode, chose que j'aurais peut-être un peu de mal à faire aujourd'hui, mais bon, il y a des choses qu'on fait jeune ou qu'on ne fait pas. Donc c'était, voilà, ma rencontre avec la pensée d'Edgar Morin, c'est quelque chose, c'est une affaire un peu de 30 ans. Et je me rappelle déjà d'un débat, c'était vers 1984 ou 1985, un débat entre Jean-Louis Lemoyne, qui aurait pu être là aujourd'hui, et Edgar Morin, qui aurait pu également être là, et qui est là avec nous d'une certaine manière. Et donc c'était un débat à Paris, et puis à un moment donné, Lemoyne, il dit à Edgar Morin, il se tient vers lui, mais mon cher Edgar, tout ça finalement, la complexité, très bien tout ça, mais concrètement, ça sert à quoi ? Je n'anticipe pas sur la deuxième partie de notre discussion. Concrètement, ça sert à quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire avec? Et là, Morin lui dit, mais c'est absolument pas mon problème, je m'en fous. C'est pas mon problème. Et j'avais trouvé ça absolument remarquable de dire, bon voilà, quelqu'un qui considère que son rôle est de penser, et que penser, c'est déjà pas mal, c'est déjà difficile. Et puis, si, ma foi, il y a quelqu'un, quelque part, à qui ça peut servir, tant mieux. En tout cas, ce n'était pas son problème. Je fast-forward, comme on dit, et il y a 2 ans, c'est une petite anecdote personnelle qui m'a beaucoup ému. J'étais dans un restaurant à Rabat, au Maroc, où il y avait un petit orchestre qui jouait des airs un peu de gnawa, c'est la musique africaine traditionnelle, très lente, des rythmes très lents et un peu chaloupants. Puis je vois un monsieur d'un âge avancé dans une gandoura danser. Je dis non, ça me dit quelque chose, sa tête me dit quelque chose, je connais. Et en fait, c'était Edgar, et qui comme un jeune homme de 20 ans, 25 ans, voilà, était là, il était dans le rythme. Et je n'ai pas pu m'empêcher, évidemment, d'aller le saluer. Ce qui m'a marqué dans le film, ce que est vraiment, et qui me touche profondément, c'est la liberté. C'est un homme libre. Et on sait très bien que ça ne va absolument pas de soi. Je veux dire, la liberté, c'est peut-être le trésor le plus important qui puisse nous être confié. Mais est-ce que nous le gérons toujours de la bonne manière? Je ne sais pas, je ne suis pas certain. Mais en tout cas, Edgar Morin le fait. Et moi, ce qui me frappe chez lui, c'est
sa capacité, même pas sa capacité. Je crois c'est quelqu'un qui, lorsqu'il voit une frontière quelque part, il faut qu'il la traverse. C'est quelqu'un qui a traversé des frontières physiques, c'est quelqu'un qui a beaucoup voyagé, et on sait très bien que le voyage et la complexité, c'est quand même, c'est pas très loin, parce que le voyage, c'est ce qui nous confronte à l'altérité, ça nous confronte à l'autre, à la différence, et ça nous montre que finalement, il n'y a pas qu'une seule manière de voir le monde. C'est quelqu'un qui a traversé des frontières épistémologiques. Il l'a bien dit, toute sa vie a été, là où je vois des gens, là où je vois une chapelle, et ben moi je cours. C'est quelqu'un qui a traversé des frontières culturelles, c'est quelqu'un qui a traversé aussi des époques, et il n'y en a pas beaucoup de gens comme ça, dont l'identité pratiquement consiste à traverser, à transgresser, et je pense que son œuvre, fondamentalement, pour moi, son œuvre, elle se résume à cet appétit et cette aptitude à traverser, transgresser partout où il n'est pas censé. Merci. Oui, on pourrait aussi ajouter son côté essentiellement fraternel. Si vraiment il y a un mot qui convient dans les relations qu'il a avec les autres, hein, c'est ce sens vraiment de la fraternité. Florian Forestier, pardon. Vous êtes à la fois enseignant à Sciences Po et attaché à Paris 4. Vous ne connaissez pas personnellement Edgar Morin, vous l'avez découvert à travers les livres. Quelle est votre impression concernant ce film qui présente la personnalité d'un être peu cher? Ce que je dirais, comme vous tous, c'est que ce qui frappe tout de suite, ce qui frappe mais dès qu'on a affaire à Edgar Morin, c'est vraiment cette juvénilité, ce côté extrêmement vivant et vivace de sa pensée, de sa manière d'être, et cette pensée qui est extraordinairement incarnée, ce qui fait que bien avant de connaître l'œuvre d'Edgar Morin, j'avais toujours une prédisposition très favorable, parce que dans mon esprit, la pensée, c'est quelque chose qui est vraiment inscrit dans la vie, qui participe à faire vivre, et donc un penseur qui a une telle attitude et qui porte de cette façon son œuvre en lui, c'était vraiment quelque chose qui, à l'avance déjà, me disposait favorablement. Ensuite, j'ai rencontré Edgar Morin une fois, mais sans oser vraiment lui parler. C'était lors d'un colloque en hommage à Castoriadis à Paris 8 en 2007. Donc j'avais pu vérifier de visu, encore une fois, cette attitude qui était vraiment pour moi extrêmement inspirante. Et l'œuvre en tant que telle, je suis rentré dedans par ce livre que j'ai apporté, qui n'est pas forcément le plus connu, qui est Le Paradigme perdu, la nature humaine, parce que c'était à un moment donné où je réfléchissais aux façons d'articuler les approches anthropologiques, sociologiques et biologiques, et vraiment ce livre m'a donné une clé parce qu'il permettait de sauter des cloisons disciplinaires, mais sans dissoudre les disciplines les unes dans les autres, sans prétendre avoir une position de surplomb, une théorie générale, organique, qui développe tout, mais en développant la possibilité d'un positionnement qui fasse résonner entre elles ces disciplines, qui enrichissent leurs concepts propres par une façon de ne pas les exclure les uns par rapport aux autres et de ne pas les mettre en contradiction. C'est vraiment cet aspect dispositionnel que j'ai beaucoup aimé. Et dans le film, il y a quelque chose qui est très frappant et qui est la chose que je retiendrai le plus, c'est quand il dit ne pas confondre le concept avec ce qu'on cherche à penser par le concept. C'est quelque chose que mon maître Marc Réchir répète aussi énormément. Et c'est vraiment, pour moi, s'il y a quelque chose à quoi invite la complexité, à quoi invite l'œuvre d'Edgar Morin, c'est ça. Parce que l'enjeu de la discipline, de cette discipline qui est presque plus une disposition qu'est la philosophie, c'est vraiment, à mon avis, une façon de faire avec des approches extrêmement diverses, une façon de faire avec les nœuds du langage, avec les nœuds de la conceptualité, qui, de telle façon qu'au lieu de prétendre dans chaque domaine du savoir avoir fixé le sens, fixer un sens d'être, de savoir comment décrisper, comment plastifier l'usage que la pensée peut avoir de tous ces concepts en étant conscient qu'ils sont tous inscrits dans le même réel et qu'ils s'enrichissent les uns les autres sans qu'on ait besoin de les synthétiser justement par une manière qu'on a de les pratiquer tous ensemble. C'est vraiment cette position un peu pratique, cette pratique enrichie de la pensée, cette pratique plastifiée de la pensée que je retiendrai, qui est vraiment fascinante. Merci. D'ailleurs, vous avez fait allusion à Castoriadis. Ça, c'est un aspect que le film n'aborde pas. C'est la proximité avec Socialisme et barbarie, avec Claude Lefort, avec une expérience intellectuelle et politique très, très originale dans les années 50, 60.
Laurent Bibard, nous vous écoutons. Vous qui connaissez Edgar. Moi, je suis un peu dans la déconvenue. J'étais venu pour un débat sur la relation entre complexité et management. Et même mes collègues Raymond Alain Thiétard et Hamid Boucheki, pour l'instant, n'en ont rien dit. Donc, je me trouve un peu démuni. Non, je suis une boutade, mais je trouve très important comment dire, la mise en présence d'une décision d'humanité. Edgar Morin dit, c'est peut-être, je me bourre un peu le mou, peut-être à dire que c'est l'humanité dont il est question dans mon effort. Je le formule maladroitement, mais je pense que c'est bien ça dont il s'agit. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est que, pour ma part en tout cas, et très humblement, je crois que c'est de l'humanité dont il s'agit aussi dans une école de gestion. Mais évidemment, il faut qu'on regarde un petit peu comment. Moi, je regardais un petit peu mes notes. Le portable, je n'étais pas sur un SMS, je regardais les notes que j'avais prises pendant le film. Et il y a deux choses qui m'ont frappé, mais je voudrais commencer par ceci, c'est que Raymond Alain Thiétard a rappelé cette métaphore, mais qui est intéressante parce qu'elle parle de la métamorphose du papillon. Et on parle de l'effet papillon connu désormais, connu ou pas connu, en tout cas les mots sont connus comme étant le fait qu'à partir de quelque chose qui est infiniment petit, peuvent émerger des phénomènes, des événements gigantesques. Une métamorphose, c'est peut-être gigantesque. Et je crois que Edgar Morin a sans cesse vécu des métamorphoses. Si l'on en croit le taoïsme qu'il évoque à la fin du film, nous vivons sans cesse des métamorphoses, ou alors nous cessons de vivre. Donc cet événement de se transformer, il est permanent. Maintenant, sur le fond de ceci, je voudrais renvoyer à deux choses qui me semblent pouvoir faire coller le management avec ce qu'on a entendu. Edgar Morin dit « il faut s'arracher aux doctrines ». Et je crois qu'en fait, dans les organisations, dans les entreprises, privées ou publiques, où que ce soit, on est toujours pris dans des doctrines, très inconsciemment souvent. Mais le langage est très souvent réduit à un rôle de slogan ou d'étiquetage opératoire qui permet d'aller vite sur ce qu'il faut faire à court terme, et on s'arrache mal des doctrines, qui prend un autre nom peut-être en entreprise ou dans les organisations, qui est celui de routine. Le deuxième point qu'il dit, c'est qu'il y a une possibilité de l'improbable. Et si on admet qu'il y a une possibilité de l'improbable, je crois qu'on revient à certains éléments qu'on a discutés ce matin. Savoir qu'on ne sait pas encore, qu'il peut se passer des tas de choses qu'on n'a pas anticipées, qu'un papillon peut peut-être venir, ça libère extraordinairement les possibles. Et je crois que dans les organisations, dans les entreprises, il est temps, en tout cas il est utile de cultiver une attitude qui permette d'imaginer qu'effectivement l'improbable est possible. Voilà comment je crois qu'on peut aller vers le management, mais je dis ça très modestement. Très bien, cher Laurent. Alors vous allez réagir maintenant, parce que c'est les spécialistes du management qui sont sollicités. Comment cette complexité dont parle Edgar, cette révolution mentale, il a parlé de révolution mentale, comment cela a-t-il un écho pour vous qui vous intéressez à la gestion? Entre la gestion et la complexité, le lien n'est pas évident. Oui. Alors, tout d'abord, c'est deux mots pour dire comment je vois le monde. Je vois le monde avec des lignes et des points. Je vois le monde de manière mécaniste. Et je me souviens, il y avait une conférence qu'avait organisée Jean-Louis Lemoigne il y a bien longtemps de ça, à Versailles. C'est une conférence de l'AFSET. Je vérifie, pardon, simplement, Raymond Alain. Oui. Pour le son, c'est bon pour tout le monde? Oui, bon, excusez-moi. J'étais jeune, doctorant, je revenais des États-Unis, et puis quelqu'un dans la salle m'a traité, entre guillemets, de behavioriste. Donc je suis behavioriste. C'est-à-dire que je regarde les liens qu'il y a entre les causes et les effets. J'ai une vision assez mécanique. Et donc, ma représentation de l'entreprise, c'est le lien avec le management, c'est un système composé d'acteurs, composé de process, qui ont des forces contradictoires, des forces d'ordre, c'est la planification, le contrôle, les systèmes d'incitation, etc., pour que tout le monde aille dans la même direction. Et puis des forces de désordre, c'est l'initiative personnelle, c'est l'innovation, c'est l'expérimentation, etc. Et ces deux forces, je fais le lien avec ce qu'a dit Edgar Morin
parce qu'il parlait d'interaction entre des forces de création et des forces de destruction. Ces forces, lorsqu'on étudie les systèmes dynamiques non linéaires, ont des conséquences en termes de comportement de l'organisation. Et ces conséquences sont celles que vous connaissez bien, puisque maintenant ça fait 1 an dont vous en avez entendu parler. C'est le fait que les phénomènes soient acausaux, donc on ne peut pas faire le lien entre l'effet et sa cause, et parfois c'est inversé, qu'il y a une impossibilité de prévoir, on ne peut pas prévoir, il y a l'impossibilité de répliquer des recettes qui ont marché dans un cas, mais qui ne vont pas forcément remarcher dans un autre cas, parce qu'il faudrait que toutes les conditions, à la fois en interne et en externe, soient respectées. Ce sont des organisations dans lesquelles, même, c'est ce que disait Laurent, même une petite action peut avoir des conséquences gigantesques. Et donc, ces caractéristiques de ces systèmes dynamiques non linéaires qui sont observables aussi bien dans les systèmes physiques que les systèmes biologiques, que les systèmes sociaux, parce qu'il y a des travaux qui ont été faits dans chacun de ces domaines, entraînent des conséquences en matière de management. Et ces conséquences en matière de management, c'est que le dirigeant, eh bien, il ne sait pas. Lorsqu'il fait quelque chose, il fait des paris. Utiliser des pratiques, des recettes qui sont inspirées de ce qui se fait bien ailleurs, ça ne marche pas. Qu'il faut donc faire appel à d'autres démarches. Alors le fait de ne pas savoir, c'est comment peut-on compenser ça? C'est en étant ouvert, en mettant en place des processus dialectiques dans lesquels personne n'a forcément raison, personne n'a forcément tort, mais c'est par la discussion, c'est par l'interaction entre les individus que le sens peut émerger. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, la deuxième conséquence de ces caractéristiques, de ces systèmes dynamiques non linéaires, etc., c'est que, comme on ne sait pas très bien ce qui va se passer, comme on ne peut pas connaître le futur, eh bien, on va expérimenter. Et donc ça va vers l'expérimentation, c'est-à-dire l'entrepreneuriat, ça peut être des essais qui sont faits de manière hasardeuse. Donc ça c'est également une chose qui peut être faite. La troisième chose, c'est dans la mesure où la prévision n'est pas possible quand on est dans la non-linéarité, il faut procéder de manière incrémentale. C'est-à-dire, tant qu'on peut, eh bien, on avance, on regarde ce qui se passe pour passer à quelque chose de suivant. Alors, bien entendu, dans les entreprises, parfois, on ne peut pas toujours opérer de manière incrémentale, mais quand on peut, eh bien, c'est la manière de gérer un peu l'incertitude à laquelle les entreprises sont confrontées. Donc ça, oui, et il y a un autre point également qui est important, c'est comme personne n'a forcément raison, et que parfois il faut réagir au hasard, il faut prendre les bonnes décisions au moment voulu et dans le lieu voulu, eh bien faire place beaucoup plus à ce que les militaires appellent la subsidiarité, c'est-à-dire faire en sorte que les personnes jouissent d'une certaine forme d'autonomie pour pouvoir prendre des décisions au moment approprié. Alors, pour faire le lien avec la création du sens, l'émergence du sens, le sens, à mon avis, ne peut qu'émerger. Mais pour que l'organisation, pour que l'entreprise puisse fonctionner, il faut lui donner un sens. Définissez peut-être le terme même de sens ici. Parce le sens, c'est, pour moi, ce serait de pouvoir
donner une interprétation sur un existant, c'est avoir la possibilité de comprendre ce qui se passe autour de soi, la possibilité de donner une vision. Donc il y a une vision, une explication et une réflexion sur cette vision et sur la démarche de pouvoir l'accomplir. Pour moi, c'est ça le sens dans l'entreprise. Et le sens, il n'y a que le dirigeant qui peut la donner. Alors bien entendu, pourquoi il n'y a que le dirigeant qui peut la donner? Parce que dans une organisation, vous avez beaucoup d'anxiété, vous avez beaucoup d'incertitudes, tout le monde sait qu'il ne sait pas, et donc il y a besoin de cette orientation qui soit donnée par le sommet. Et c'est le rôle du dirigeant de donner une direction. Le dirigeant va ressentir, il va interpréter, il va transformer son interprétation en mots, en communication, et il va à ce moment-là communiquer, diffuser pour que l'ensemble de l'organisation puisse partager ce sens. Alors maintenant, ceci étant dit, c'est qu'il faut que le dirigeant soit conscient que son sens n'est pas figé, mais c'est un sens qui évolue, un sens qui est remis en question. Mais ce sens est nécessaire pour que l'organisation puisse fonctionner. C'est la force d'ordre par rapport à la force de désordre qui peut être générée aussi bien en interne que par l'externe, les hasards de la vie et puis les hasards de l'économie en général. Très bien. Merci. Donc la question du sens à la fois comme orientation et signification. Il y avait une référence théologique ce matin, on pourrait citer Saint Jean de la Croix, qui disait « Si tu veux aller où tu ne sais pas, il faut aller par où tu ne sais pas ». Amine. Merci. Donc vous comprenez pourquoi je vous avais recommandé de faire exprimer Raymond, parce que moi j'allais signer derrière pour gagner du temps. Donc je confirme que je souscris à la vision de Raymond, sa vision de l'entreprise quelque part comme un système complexe. Et donc, puisqu'il a si bien dit ce qu'il a dit, moi ça me permet d'exercer ma liberté pour rajouter 2 ou 3 petits points. En quoi la complexité pour moi est plus qu'un concept. Pourquoi c'est une posture? Pourquoi est-ce que c'est une posture dont on ne peut pas faire l'économie en entreprise aujourd'hui? Pour une raison pratique, si ce n'est éthique, au moins pratique. Si on fait l'histoire de l'entreprise moderne à grands traits, ça commence par être un lieu où, allez, pour parler comme d'autres avant, où un capitaliste qui investit loue la force de travail de gens qui n'ont pas leur mot à dire, produit, pollue à outrance, et puis maximise le profit, et puis advienne ce que pourra. Mais de donner une définition de la complexité, telle que vous l'entendez, ça me semble important. Alors, elle viendra tout de suite. Donc, on commence, en gros, par un système qui est relativement simple à piloter et dont on ne se soucie pas du tout des externalités. Qu'est-ce qui se passe au fur et à mesure de l'évolution des sociétés modernes? Eh bien, ça résiste. Ça résiste, c'est qu'il y a un moment donné, il faut les gens ne sont pas corveillables à merci, les gens peuvent faire grève, etc. Donc il faut prendre en compte l'humain. Les clients, les concurrents, l'État, des groupes écologistes. C'est-à-dire qu'il y a, au fur et à mesure, l'entreprise se trouve confrontée à des acteurs, à des parties prenantes qui disent nous, on a notre mot à dire sur ce que vous faites. Et du coup, la complexité pour moi, c'est l'émergence progressive de possibilités de résistance, des possibilités d'expression, d'attente, de revendication, de limitation d'entreprise. Et donc aujourd'hui, diriger une entreprise aujourd'hui consiste fondamentalement à essayer de trouver ce compromis entre des forces, des exigences, des attentes contradictoires, conflictuelles et qui tirent un peu, qui tiraillent
l'entreprise et le dirigeant dans tous les sens. Donc, moi, je crois qu'aujourd'hui, la complexité, elle est là. En fait, c'est l'environnement. C'est la complexité de l'entreprise aujourd'hui et le reflet de la complexification de son environnement. Ça, c'est un point que je voulais ajouter. L'autre point que l'on constate aussi dans l'évolution de l'entreprise, c'est le développement, la sophistication de la spécialisation. Mais là, ce n'est pas propre à l'entreprise. Je veux dire, même vous prenez la recherche scientifique est dans un mouvement de spécialisation où de plus en plus les gens savent beaucoup de choses sur très peu de choses. Alors, le développement de la spécialisation dans l'entreprise, qui est bienvenu par ailleurs, on ne va pas développer, ça a créé ipso facto un besoin de gens qui sont capables d'intégrer des choses. Alors, la transversalité, ce besoin ou cette demande de transversalité, elle signifie quoi? Elle signifie simplement le besoin de gens qui sont capables d'embrasser, alors je ne sais pas si c'est embrasser la complexité, ou en tout cas être capable de concilier dans la conduite d'un projet la logique industrielle et la logique financière et la logique humaine et ainsi de suite. Donc, ne serait-ce que pour ces deux raisons supplémentaires, je pense que la complexité est en fait un concept extrêmement pertinent et immédiat dans l'univers de la gestion. Mais est-ce qu'on peut en parler avec tout le monde de la même manière, etc. Ça, c'est une autre question que je laisse ouverte, sur laquelle je pourrais m'exprimer. Avant de vous donner la parole, Laurent, peut-être voulez-vous ajouter quelque chose? Moi, je suis très sensible à une difficulté de fond qui est d'ordre politique, au fond, mais politique au sens fort du terme. Une des raisons pour lesquelles je crois qu'on fait de la politique dans les écoles de commerce, si on est bien attentif à ce qu'on travaille, c'est que la vie organisationnelle est une vie politique au sens fort, elle est une vie collective. Et j'ai l'intime conviction, à tort peut-être, qu'on ne peut pas séparer ce qu'on appellerait le monde des affaires et la société où on se trouve. La chaire fait partie intégrante du pôle d'excellence, le Management et Society, en bon français, Management et Société, le CEMAS, et je pense à juste titre. La raison pour laquelle je dis ça, c'est que je crois beaucoup en la vérité de recherche en sociologie, en théorie des organisations, sur la gestion de situations limites, de situations de catastrophes potentielles ou réelles. Et on s'aperçoit qu'une organisation ne fait avec l'incertitude, la surprise, les événements imprévus et parfois radicalement menaçants, qu'autant que l'action est collective. Et de ce point de vue-là, l'émergence du sens, elle est fondamentale, et je m'accorde totalement avec Raymond Alain-Thiétard qui a dit mais le sens est émergent. Là où je crois en revanche qu'il y a peut-être une différence de regard, en tout cas sur la question, c'est que je crois que le sens n'advient que par un processus collectif. Ce n'est pas le dirigeant. Le dirigeant doit orienter, sinon tout le monde aurait peur, et c'est un point fondamental. Mais la fabrication du sens est collective. En revanche, la tendance spontanée aux organisations, ça n'est pas que la fabrication est collective. On fait taire les gens dans les organisations. Je souhaite témoigner de ceci. Depuis pas mal de temps, comme beaucoup de mes collègues, je fais de la formation permanente. Le mot d'esclavage a émergé depuis 10-15 ans de la part des cadres. Il y a un sentiment d'absence de liberté fondamentale. Hamid Bouchiki disait « Combien est-ce que c'est difficile d'être libre ?» Mais je crois que les structures, les organisations ne favorisent pas le fait qu'on s'arrache aux doctrines, comme dit Edgar Morin, et qu'on laisse de la place à l'improbable. Donc je pense qu'il faut réfléchir. Il est très urgent de réfléchir sans idéologie, sans parti pris. Je ne défends pas un point de vue marxiste, par exemple, ici, mais de réfléchir à ce qui fait qu'on s'aliène dans la vie quotidienne et qu'on accepte de se taire. Ça, c'est une véritable question. Excellente transition pour interroger le philosophe. La question du sens, déjà, doit provoquer... Ça s'articulait très bien, oui. Mais j'avais... D'accord. Je ne voulais pas seulement intervenir en tant que philosophe, mais aussi en tant qu'ancien cadre de la fonction publique et qui intervient quand même assez régulièrement en entreprise. C'est vrai que je pense qu'il y a deux aspects complémentaires. Bon, d'une part, il y a l'aspect de la complexité à penser de l'entreprise comme système complexe, c'est-à-dire comme système qu'on ne peut pas maîtriser, qu'on ne peut pas surplomber et dont il faut assumer ce caractère immaîtrisable dans le sens où on en fait toujours aussi partie. Mais je pense qu'il y a un autre aspect qui est très très important aussi, qui est la complexité, qui est pour moi même plus important, qui est la complexité comme
disposition, l'appréhension de la complexité comme disposition, je dirais, éthique et existentielle. Et je pense que c'est à ce niveau-là où la problématique de la complexité a le plus à faire avec l'entreprise, parce que plutôt qu'une formation à penser la complexité, c'est plutôt un entraînement, un encouragement à assumer, à habiter la complexité. C'est vraiment une certaine façon de s'insérer, de faire soi-même avec un certain nombre de paramètres sans les voir comme contradictoires, de surplomber, enfin non, justement de ne pas surplomber, mais d'être capable de se confronter avec un système qui est un système dans lequel qui envoie des injonctions contradictoires. Et à partir de là, il me semble que la complexité en tant qu'attitude, même pas nécessairement quelque chose de réflexivement pensé, mais quelque chose d'entraîné, quelque chose de dispositionnel, peut-être que, enfin, apparemment paradoxalement, au niveau managérial, ça implique presque une forme de simplicité ou de simplification, dans le sens où c'est aussi une certaine confiance à ce qui vient, à la diversité des situations qu'il s'agit d'exercer, ou en tout cas d'être capable de développer. Et ça veut dire justement ne plus multiplier les outils, ne plus multiplier les approches, ne plus multiplier les référentiels, etc., mais être capable de faire émerger une attitude d'ensemble qui soit une attitude de réactivité contextuelle, qui soit une attitude même de confiance générale aux capacités d'émergence au sein d'un système. Et ouais, que plus les entreprises, et pas seulement les administrations aussi, plus elles deviennent des systèmes globaux et complexes, plus leur temporalité, leur organisation finit par presque rentrer en contradiction avec la réalité, avec la finitude humaine des acteurs en leur sein. Et il me semble, enfin même pour avoir été dans une grande administration, pour avoir vécu ça de l'intérieur, un des points qui est le plus lié à ce rapport un peu pathologique qu'on peut avoir au travail à notre époque, c'est ce point du déphasage entre la temporalité propre de la pensée des individus, de leur appropriation des projets, de leur capacité de se projeter eux-mêmes au sein des projets de l'organisation dans laquelle ils sont, et les rythmes qui sont imposés, la manière dont la temporalité institutionnelle est totalement réglée, coordonnée. Et c'est cette espèce de contretemps permanent qui, affectivement, engendre une véritable difficulté à habiter l'institution, à habiter l'entreprise. Et je terminerai pour dire que je suis tout à fait d'accord que c'est un aspect qui est en même temps politique et qui se lie vraiment aussi à la formation, parce qu'il me semble que plus ce type d'idée est diffusé, c'est-à-dire le type d'idée que ce sont en même temps des attitudes, que la complexité, c'est pas simplement la complexité d'un système, mais que c'est une certaine manière d'être qui est à favoriser, à diffuser, plus je veux dire, l'atmosphère conceptuelle que respirent les cadres, que respirent les dirigeants est imprégnée par ces idées-là, plus dans leur propre réaction, ceux-ci le mettront en place. Et parce que s'il s'agit de mettre ça en place de manière forcée dans une entreprise ou dans une institution, presque par principe, ça ne peut pas marcher, vu que c'est quelque chose qui est beaucoup plus, qui se fait par contamination d'idées. Alors qu'à partir du moment où c'est dans l'écosystème général des entreprises et des institutions que ces idées se répandent, mais déjà les réactions concurrentielles, le positionnement des réciproques des acteurs devient différent, et il peut y avoir une imprégnation progressive. Donc, je pense que c'est très important, enfin, ça peut paraître bête de dire, mais c'est très important d'en parler, parce que c'est comme ça que les idées font leur chemin et frayent leur chemin dans la pratique, et vraiment dans l'étreinte des pratiques et inter-institutionnelles et entre les instituts. Très bien. Je crois que quand Edgar Morin parle de complexité, il dit que la complexité, ce n'est pas une solution, c'est un problème. Il faut penser la complexité comme problème. D'autre part, il donne l'étymologie du complexe, l'idée que c'est de tisser ensemble. Et quand on tisse ensemble, il faut des fils qui ont des sens un peu contraires. Il faut jouer sur des tensions. Je crois que la complexité, c'est une pensée de la tension. Et dire que c'est une pensée de la tension, ça veut dire que ce n'est pas une pensée de la contradiction. Je crois que c'est important. On n'est pas dans une pensée dialectique, par exemple. Et parler d'une pensée de la tension, c'est aussi penser le devenir plutôt que le changement. Et je crois que la métaphore de la métamorphose, de la chrysalide, c'est
une métaphore du devenir. Alors maintenant, j'aimerais poser une question, c'est quelle est la place de cette réflexion sur le sens, sur la complexité dans votre enseignement? Est-ce que vous considérez que cela va de soi ou qu'il y a là des failles, peut-être des déficits, à la fois pédagogiques, théoriques, qu'il faudrait combler? Non, je crois que ni pour moi ni pour mes collègues ici, nous avons déjà embrassé la complexité et on transmet les bons messages. J'ai écouté Hamid et Laurent. Dans les cours que nous faisons, je peux parler de mes cours, c'est des cours en stratégie. Et dans la stratégie, je dis toujours aux étudiants, la stratégie c'est un pari. Donc on peut structurer, on peut avoir des outils, etc. Mais on sait très bien que ces outils sont imparfaits. Et on sait très bien que ce qui a été rêvé ne va pas se produire. Mais en revanche, ce que l'on peut faire, c'est développer des conditions facilitantes pour faire en sorte qu'il y ait des aménagements, qu'il y ait des bords qui soient tirés pour peut-être ne pas arriver exactement au port qu'on a souhaité, mais un port qui n'est pas très, très éloigné. Et donc, c'est cette idée sur l'autonomie, sur l'auto-organisation, sur l'expérimentation, sur la possibilité de prendre des décisions là où il le faut, la confiance, mais tout ça, ça se crée, ça se mérite, ça se construit. C'est-à-dire qu'on ne dit pas dans nos cours, voilà, vous avez la méthode X qui va résoudre tous les problèmes. Au contraire, je crois que c'est bien de communiquer de la certitude, mais en montrant que cette certitude a des limites, parce que sans cette certitude, on ne fait plus rien, on reste assis et on ne bouge plus. Donc il faut savoir à la fois pouvoir avancer, tout en sachant que peut-être le chemin, eh bien, ne sera pas exactement celui que l'on va prendre tel qu'il a été imaginé et rêvé initialement. Donc ça, c'est, je pense que je peux parler sous ton contrôle, le contrôle de Laurent, c'est la communication que nous faisons aux étudiants. C'est-à-dire que cette compréhension de l'organisation de l'entreprise en tant qu'entité complexe, elle est intégrée et traduite dans ce que nous pouvons dire à nos étudiants ou à nos participants dans les formations exécutives. Parce qu'il y a une remarque qui s'impose presque. Il y a eu des tentatives, par exemple, pour que l'idée de complexité, les enjeux de la complexité, soient accueillis dans des structures universitaires plus classiques. Je sais qu'il y a l'université de Poitiers, à un moment donné, il y avait un département, etc. Ce qui est quand même très intéressant, c'est que la greffe de la complexité et de la réflexion morinienne sur la complexité prennent particulièrement dans une école de commerce. C'est pas anodin. Et c'est quelque chose que j'aimerais que vous réfléchissiez à cela. Le fait que non seulement l'ESSEC accueille une chaire qui a été créée à cette occasion, chaire Edgar Morin de la complexité, mais en plus, on sent que ça prend. Et ça n'allait pas de soi. Probablement pour deux raisons. La première, tout le monde sait que l'ESSEC est une organisation qui a aussi une certaine spécificité et qui en fait un lieu sensible ou réceptif à ce genre d'approche. Mais la deuxième raison, peut-être plus sérieuse, c'est que nous sommes une école en prise avec le monde réel. Et donc, nous ne sommes pas, nous n'avons pas le luxe, peut-être le luxe, de vivre dans une tour d'ivoire et de voir le monde à travers une doctrine ou une autre. Nous travaillons avec des gens qui, tous les jours, dans leurs entreprises, sont confrontés au phénomène que décrivaient Raymond et Laurent. Et donc, notre rôle à nous est de les accompagner un peu dans le faire-sens de ce qu'ils rencontrent, de ce qu'ils vivent tous les jours. Il y a... Alors, ceci dit, je dois dire, et ça n'engage que moi, il faut être extrêmement prudent dans la manière de manier, pour ainsi dire, la complexité, en tout cas dans l'environnement où nous sommes. Il y a une façon de desservir la complexité qui serait de la présenter peut-être
comme une discipline, peut-être comme un paradigme. Et puis, bon, il y a quand même un langage, le langage de la complexité, des théoriciens de la complexité, n'est pas forcément toujours un langage qui engage, pour ainsi dire. Donc, et alors, on peut facilement faire induire l'idée que ah ben alors c'est complexe. Ah ben mon pauvre ami, c'est complexe. Il y a tout en tout, il y a des tensions partout. Il y a des, ah ben, c'est complexe, il n'y a rien à faire. Non, c'est. Je pense que une bonne manière, je ne dis pas la bonne manière, mais une bonne manière en tout cas d'approcher la complexité dans notre environnement à nous, consiste à dire justement parce que c'est complexe, c'est justement parce que c'est complexe qu'il faut s'engager. Il faut prendre, il y a des arbitrages à faire, il y a des priorités à faire, il y a des risques à prendre, et ainsi de suite. C'est justement parce que c'est complexe qu'on a besoin de cadres, de dirigeants capables de s'engager, donc capables peut-être aussi de simplifier, mais en assumant, mais en étant conscients de tout ce qu'ils ont, tous les arbitrages qui ont été faits ou qu'il faut faire, toutes les conventions qu'il faut faire pour simplifier. En gros, pour faire court, moi je crois que, et ça c'est une profession de foi, alors pour le coup c'est une profession de foi, moi je crois que quelqu'un qui simplifie en ayant en vue la complexité du système dans lequel il agit, c'est quelqu'un qui, en moyenne, va être plus efficace que quelqu'un qui simplifie, mais qui ne sait pas quelles sont les impasses qui ont été faites. Parce que quand même, pour les propos de l'action, il y a des choses à faire, il faut les faire. On peut pas être dans le monde de l'action, on n'a pas le luxe de la contemplation de la complexité. Edgar Morin, lui, a le luxe, peut-être. Et il le dit, il l'assume, d'avoir une approche théorétique, peut-être, pour dire ça pour faire semblant d'être au courant du vocabulaire de la philosophie, mais cette approche théorétique de la complexité, nous avons besoin de l'aborder peut-être de façon un peu plus pragmatique et montrer que la complexité permet de faire des choses au lieu que ce soit une excuse pour le dire je ne peux rien faire. C'est vrai, sur le théorique chez Edgar Morin, il s'en est expliqué d'ailleurs, hein, il est constamment nourri aussi d'une pratique, pratique de terrain parfois, pensons à la rumeur d'Orléans, etc. Donc on n'est pas simplement dans une pensée de cabinet, hein, il y a quelque chose. Laurent, on pourrait peut-être parler de la chaire elle-même. C'est intéressant, cette création d'une chaire à l'ESSEC. Quels sont les enjeux qu'on peut envisager ? En fait, en écoutant l'évolution de la discussion, je pensais que c'était intéressant, et dans l'horizon de ce que Hamid Bouchiki, Raymond Aliter ont dit, il y a quelque chose à l'ESSEC qui est spontanément, qui prête le flanc à ce qu'on inscrive une réflexion sur la notion de complexité, sur son sens, les problématiques qu'elles impliquent. L'ESSEC, mais pour une raison intéressante et contradictoire qui va m'amener à nuancer mon propos. Mais en tout cas, première étape, il y a une culture de l'école qui a fait que quand Jean-Michel Blanquer a exprimé le vœu de cette chaire, me l'a proposé, ça m'a semblé intéressant, faisable, ce qui n'avait rien de donné d'avance, effectivement, et pertinent. Mais une des raisons de la fertilité de l'ESSEC, c'est qu'on sait très bien ne pas y être d'accord. On a un historique très très intéressant, je pense, de réels conflits, de compréhension de la réalité entre différentes disciplines, entre différentes personnes. Et du coup, je nuancerai un peu un point, parce qu'il y a des raisons de fond de désaccord. Raymond Alain et Hamid ont insisté sur le fait il y a cette capacité d'ouverture et de problématisation qu'on enseigne et qu'on trouve dans le monde de la gestion. Il y a aussi une réalité de fermeture, parfois tenace, farouche, très fondamentale, et qui est motivée, alors disons par deux raisons. Le court terme, il faut délivrer, et on n'a pas le temps de réfléchir, et ce n'est pas l'objet. Il faut produire. Et deuxièmement, en plus du court terme, il faut contrôler, il faut être sûr qu'on délivre bien. Et j'observe juste, je fais très vite, parce qu'il n'y a pas le temps de rentrer dans le détail, mais je pense que si on veut contrôler, on ne réfléchit pas. Il faut répéter des choses déjà faites. Parce que ce n'est pas en improvisant qu'on contrôle. Raymond Alain a bien insisté sur le fait que c'est capital d'essayer,
Mais je ne suis pas sûr, pour ma part, d'observer que dans les organisations, on tolère l'essai. Le droit à l'erreur est rare, on en parle, mais le faire, c'est autre chose. Et du coup, je pense que... prenons l'exemple, du coup, je pousse le raisonnement, je vais être bref, je finis bientôt avec ça, avec l'ensemble de mon intervention, et prenons l'exemple de l'ESSEC même. Moi, je suis certain qu'on peut dire on y est très ouvert, la preuve, ce débat a lieu. Et je pense que c'est une très bonne chose. On est parfois en très grand désaccord. Quelles sont les raisons de fond pour lesquelles on est en grand désaccord? L'évaluation du progrès intellectuel au niveau mondial actuellement, elle est fondée sur certains critères parfois extrêmement formalisés. Et le classement des revues qui sont réputées être pertinentes, d'un certain point de vue, entraîne, et c'est un débat qu'on a constamment au sein de l'école, une paralysie de la recherche. L'interdisciplinarité n'est pas du tout tolérée dans la recherche actuellement. On est au contraire dans une dramatisation, une intensification très fondamentale de la spécialisation. Edgar Morin, c'est hors de question qu'il soit reconnu comme un penseur dans le monde académique international, du point de vue que j'évoque. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que, y compris sur le plan de la recherche intellectuelle, il y a des enfermements, il y a la routine de la recherche, il y a les légitimités institutionnelles de la recherche, et qui sont nécessaires. Moi, je ne pense pas du tout qu'elles soient seulement péjoratives. Elles sont indispensables, elles ne sont jamais suffisantes. Elles sont problématiques quand on ne voit qu'elles. Et en revanche, une école comme l'ESSEC, où je crois qu'on s'exerce, on s'essaye, à la fois à faire des choses où on sait qu'on a du savoir-faire, on répète comme un paradigme, comme le dit le grand physicien Thomas Kuhn en parlant de la structure des révolutions scientifiques. On continue la science normale, c'est nécessaire. Mais en même temps, les révolutions fondamentales se font de travers, par des chemins de traverse, et font découvrir des sciences anormales, quelque chose qui n'est pas conforme à l'expérience vécue, à la théorisation, des contradictions. Mais l'une des vertus, je crois, en partie de l'école, c'est d'essayer ça, de laisser faire ça. Et de laisser faire cette divergence entre science normale et science qui n'est pas tout à fait normale. Du coup, dans ce contexte-là, on pouvait créer une chaire de la complexité, je crois. Très bien. Et puis, la référence à Kuhn est intéressante parce que une révolution scientifique, elle se caractérise aussi par la richesse des problèmes qu'elle soulève et donc sa capacité à mobiliser une communauté de chercheurs. Donc, dans le monde de la gestion, du management, est-ce que cette idée de complexité est mobilisatrice ? Est-ce qu'elle a quelque chose susceptible, au fond, de réunir des gens qui, sans cela, seraient très, très éclatés? J'ai envie de vous poser la question, Laurent. Alors, je reprends très rapidement la main pour rappeler encore quelque chose que j'ai évoqué ce matin. Je ne sais plus à quel moment, mais je l'ai dit à un moment. Je crois que c'était la fin de la face cachée lors d'une discussion entre différentes personnes parmi les participants. Il y a eu un débat très intéressant que je me permets de rapporter, il n'y a rien de confidentiel, lors du premier comité scientifique de la chaire, où des collègues, un en particulier, a exprimé son avis sur ce qu'est la complexité, et d'un point de vue qui est proche d'une culture plutôt anglo-saxonne, une manière d'aborder la complexité sous une forme, on pourrait dire, modélisable, mesurable, représentable éventuellement mathématiquement, et estimant que ça, c'est quelque chose qui permet d'être préhensible et efficace éventuellement du point de vue managérial. Et la discussion s'est développée, et entre Edgar Morin et notre collègue Fabrice Cavaretta, qui a très clairement présenté les choses et provoqué la discussion, et Edgar Morin a répondu, oui, il y a sans doute une complexité restreinte et une complexité générale. La complexité générale, on pourrait dire, c'est celle qu'on a vue, y compris dans la vie même d'Edgar Morin, et restreinte, elle est opératoire. Il y a bien quelque chose d'opératoire dans la notion de la complexité. On peut approcher la complexité de manière utile, efficace. Et en même temps, c'est un terme qui est tellement... même si Morin rappelle très régulièrement l'étymologie, c'est ce qui est tissé ensemble. Mais va savoir ce qui est tissé ensemble. Tout est tissé ensemble. Et du coup, tout est rien à la fois. Tout est en tout, et puis réciproquement. Et maintenant, du coup, la pensée n'a plus de bord et on ne sait plus de quoi on parle. Donc il y a ce danger de s'égarer. En même temps, un danger de formalisation qui peut être excessif. Mais du coup, cette mise en tension, pas nécessairement dialectique, mais mise en tension de ces deux polarités fait je crois qu'il y a pertinence, y compris au sein des organisations, des entreprises, à parler du mot, à l'essayer. Et je souscris à ce qu'a dit tout à l'heure Florent Forestier. Parler de la chose libère les esprits. Libère peut-être d'une routine qui fait que dans une structure hiérarchique, on finit par se taire. Ce qui, je rappelle, est le problème que Hannah Arendt souligne à propos de Eichmann. On obéit, on se tait. Ce qui peut être gravissime. Donc je pense que parler, libérer la parole sur la notion de complexité,
libère tout court les gens qui travaillent dans les organisations. Florian Floresté. Je suis plutôt rassurant qu'on fasse de la philosophie, qu'on travaille sur les concepts dans cette maison. Moi, en tout cas, moi, ça ne m'étonne pas tellement que ça soit une institution comme ça, comme l'ESSEC, qui développe une chaire de la complexité, parce que le monde académique traditionnel, surtout tel qu'il est fait en France, est quand même caractérisé par une volonté de chaque discipline de maîtriser le plus possible, de contrôler le plus possible ses concepts opératoires, de se déterminer elle-même, de s'assurer le plus possible de ce qu'elle fait. Il y a vraiment une volonté très forte de chaque discipline à se donner elle-même vraiment son sens et de maîtriser le risque de se perdre dans des pratiques. Quand ça évolue, c'est lié aux révolutions disciplinaires même. Enfin, c'est parce que la physique théorique, dans certains domaines, on arrive à des problématiques qui l'obligent à remettre en cause ces concepts et ces présupposés vraiment initiaux, qu'elle est amenée à dériver. Mais sinon, il y a une tendance à l'université, nécessairement aux disciplines, à vouloir se tenir. Alors que, il me semble, la complexité, enfin, dans mon esprit, précisément, c'est plus une pratique théorique qu'une théorie. Et à partir de là, elle est beaucoup plus imposée par les choses, elle est beaucoup plus imposée justement par la réalité d'une organisation, de quelque chose qui est en face, et elle est d'abord à développer comme ça, presque comme une réaction à la complication, comme une réaction à l'enchevêtrement. Ce qui fait que ça ne m'étonne pas ça m'étonne pas du tout que ça soit une école de commerce qui développe une chaire de ce type-là. Et ensuite, sur un domaine un peu différent, mais sur cette articulation pratique-théorique, comme dans mon esprit, la complexité, c'est vraiment une pratique, une pratique de la théorie ou une incorporation de la théorie pour un autre type de pratique. Je pense que c'est très intéressant, surtout dans le rapport avec le management, de le mettre en rapport avec ce qu'on appelle, ce que Alain Berthoz appelle la simplexité. La simplexité, c'est, d'après Alain Berthoz, c'est tout ce qui, toute la longue pratique évolutive, tout ce dont nous héritons de millions d'années d'évolution, toutes les façons dont nos organismes ont appris à faire avec la complexité, à engrammer des manières de simplifier, on va dire, la complexité, mais sans la gommer. Et je donnerai un exemple à ce sujet de simplexité par rapport à théorie à complication. C'est en ce qui concerne ce que peut faire un corps. Si on prend une activité qui est très demandeuse, sinon compétitive, du moins très exigeante, comme la haute montagne, par exemple, pour en faire moi-même, pour avoir discuté avec un certain nombre d'alpinismes, arriver au bout d'une expédition difficile, c'est pas prioritairement par l'hypercontrôle qu'on y arrive. Bon, bien sûr, il faut une maîtrise réelle, il faut une organisation réelle, mais si on est dans une espèce de logique d'entraînement systématique, si on est dans une logique, on va dire, de reporting qui fait qu'à chaque micro-difficulté, on fait un bilan, etc., quand la vraie difficulté arrive, ça ne marche pas. Et la haute montagne, c'est vraiment, ou ces expéditions, c'est vraiment ce genre de cadre où ce qui est à développer, c'est une espèce d'expérience générale, une accumulation d'expérience générale qui fait que notre corps, notre esprit, que le collectif, au moment où vient vraiment quelque chose d'imprévu, vient vraiment quelque chose de dur, est capable de faire avec, est capable de faire avec ce qui lui semble impossible. C'est pas la maîtrise, c'est la capacité à se mettre dans un état tel que ce qui pourrait paraître immaîtrisable et insurmontable va quand même être surmonté. Ça me semble vraiment un bon exemple. Très bien. Alain Berthoz, qui est professeur au Collège de France, qui maintenant doit être honoraire. Oui, c'est le corps pense. Hein. C'est la perception comme palpation du regard, c'est ça. Avez-vous quelque chose à ajouter sur ces perspectives philosophiques ouvertes par la complexité et d'une certaine manière, ce rapport de la philosophie et du management, une philosophie du management peut-être. Philosophie du management. Moi, avant d'essayer de philosopher un peu, je dois quand même dire que la complexité n'est pas un sujet qui est spontanément. Ce n'est pas un sujet qui est spontanément commercé dans toutes les entreprises. Il y a beaucoup d'endroits où la complexité, c'est vraiment, c'est le gros mot à ne pas prononcer. Parce que celui qui commence à dire « ouais, mais bon, c'est complexe, parce que comme ci, puis comme ça, puis il y a ça, puis il y a ça », c'est quelqu'un qui est tout de suite catalogué comme impuissant.
voilà, il y a quelque part, il persiste, et moi je rencontre ça régulièrement, il persiste encore dans beaucoup d'endroits, l'idée qu'un bon dirigeant, c'est quelqu'un qui a des idées très simples, très carrées, et puis comme dirait l'autre, c'est my way or the highway. Voilà. Donc dans des endroits comme ça, il est extrêmement difficile de promouvoir cette posture de la complexité. Et puis il y a des endroits, en tout cas en France, parce que je n'en trouve pas franchement ailleurs, mais on a le grand privilège de vivre dans un pays qui valorise l'intellect. Et on a des dirigeants alors qu'on peut critiquer à plusieurs égards, hein, mais en tout cas, nous sommes dans un pays où il y a un certain appétit pour la réflexion. Cette discussion que nous sommes en train d'avoir ici, franchement, dans une business school américaine, ça serait difficile de l'avoir en tout cas dans ces termes. Peut-être qu'on l'aurait dans des termes un peu différents. Donc c'est juste pour dire que nous, notre rôle consiste aussi un petit peu à ajuster la manière dont on aborde ça à la réceptivité plus ou moins spontanée pour ce concept. Maintenant, si je peux faire un petit essai philosophique sur la complexité, moi j'ai envie de dire que la complexité, tout à l'heure j'ai dit, il y a des raisons pratiques pour lesquelles il faut prendre acte de la complexité. Mais ce que je voudrais ajouter maintenant, c'est que aussi c'est un impératif éthique. Parce que qu'est-ce que ça veut dire la prise en compte ou l'acceptation, voire même la quête de la complexité? Ça veut dire s'ouvrir à la possibilité que d'autres puissent avoir d'autres idées, d'autres opinions. Et donc, quelqu'un qui spontanément est conscient qu'il y a d'autres idées, d'autres opinions, d'autres intérêts, etc., c'est quelqu'un qui va être incité à chercher des compromis, à négocier, à prendre en compte l'autre. Il y a un mot qu'utilise Edgar Morin qui n'a pas été utilisé dans le film, mais qui dans ses écrits revient très souvent, c'est la mutilation de la complexité. Cette attitude existe, elle existe dans les sciences, hein, dans le monde académique, mais la mutilation de la complexité, elle existe aussi beaucoup dans le monde de l'action, y compris l'entreprise. Et donc, mutiler la complexité, et ça rejoint aussi un petit peu ce que disait Laurent tout à l'heure, c'est forcer l'autre au silence. C'est forcer l'autre au silence. Dire que toi, tu n'as rien à dire. Et donc, moi, je crois dans la vertu d'un mode d'être ensemble et donc de gouverner qui est ouvert à la possibilité ou à la pluralité, au pluralisme de point de vue. Il y a un moment où il faut assumer ses responsabilités, mais pas avant d'avoir pris la peine, de s'être donné la peine de s'ouvrir à la complexité, pour ainsi dire, d'une situation. Une chose claire, c'est qu'il faut en effet se défaire d'un usage trivial du mot complexe, ça c'est clair. Rappelons aussi que le dernier volume de la méthode, le 6e, est consacré à l'éthique. Donc, il faut que tu aies le bout des 6. Oui, alors voilà. Le 6e est consacré à l'éthique. Donc on peut peut-être vous donner la parole si vous avez des questions à poser aux intervenants, prolonger la discussion sous cette forme. Oui. Peut-être ce qui me resterait, parce que moi, je suis une culture d'entreprise de l'intérieur, d'accord. Je suis DRH, j'ai pratiqué beaucoup de patrons, beaucoup de décisions, beaucoup de décisions, donc de patrons. Enfin, ce qui m'étonne, c'est qu'on n'évoque pas nulle part. Enfin, je veux dire, la complexité du monde dans lequel on est. Je veux dire, ok, elle a peut-être pas de fin. On peut toujours, soigner l'analyse et la creuser, etc. Et si on la rapporte au management, finalement, on se dit, mais de quoi est faite la décision d'un patron, d'un CEO, Finalement, pour moi, ce qui manque, c'est de rendre explicite, peut-être parce qu'on ne le peut pas, le véritable fondement, s'il y en avait un, de la décision d'un CEO par rapport aux différents choix qu'il peut avoir et de ses capacités d'analyse de la complexité générale. Et pourquoi est-ce qu'on ne rend jamais compte de ça? Où est l'intérêt personnel?
quel est le métasystème dans lequel il s'inscrit par rapport à un conseil d'administration, un board, qui induit sa manière à lui de dire je fais ceci et cela. Donc, voilà, je pense que ça mériterait d'être précisément travaillé dans une école de management et de dire qu'est-ce qui fait la décision en fait des différents partenaires et interlocuteurs qu'il peut y avoir, par exemple, dans un comité de direction, et les limites qu'on peut avoir de la plus belle analyse de complexité qu'on ait. Voilà. C'est une question qui est très intéressante, mais en tout cas, à mon niveau, en tant qu'enseignant, ce sont des choses que l'on communique. C'est-à-dire que la décision, c'est le résultat d'un collectif, c'est pas, et puis d'un jeu d'acteurs où le directeur général ou le président va prendre une décision, mais c'est pas sa décision. C'est une décision qui va être construite, qui va être influencée, où il va y avoir probablement des intérêts cachés, il va y avoir des jeux politiques, il va y avoir, que sais-je, pour faire plaisir à quelqu'un, etc. Donc ça c'est quelque chose que nous communiquons. En tout cas, moi, c'est quelque chose que je communique dans mes enseignements. Maintenant, c'est sur la personne qu'il faut travailler. C'est-à-dire que la personne qui prend la décision doit être consciente que c'est une décision parmi d'autres décisions. Et que si elle fait bien son boulot, si elle est ouverte, si elle a une éthique très, très forte en tant que dirigeant, qui a une responsabilité très importante, doit être conscient que cette décision doit être fondée sur des futurs qu'elle a imaginés, mais également avoir la capacité de se retourner au cas où le futur ne se développerait pas de la manière qu'on l'aurait souhaité. Je voudrais dire une petite chose, c'est que moi, je ne suis pas très favorable à ce qu'on parle de la complexité ou de l'incertitude dans l'entreprise. Parce que partout, j'avais fait le MOOC Edgar Morin, j'étais surpris que tous mes collègues parlaient, et ils parlaient très bien, hein, c'était excellent ce qu'ils faisaient, les petits films d'un quart d'heure, 20 minutes. Ils parlaient de la gestion, puis à la fin, ils concluaient « Ah, c'est complexe et incertain ». Ça donne pas, je dirais, une représentation de ce qu'est la complexité. Donc, pour moi, le mieux, c'est de ne pas en parler. On ne parle pas de la complexité. En revanche, connaître les conséquences de la complexité et travailler sur ces conséquences en termes de communication, en termes d'explication, pour moi, ça correspond plus à ce que je comprends de mon rôle d'enseignant. Traducteur. Vous voulez ajouter quelque chose ? Bon, moi, je vais parler sans doute un peu théoriquement, mais enfin, parce qu'il y a cet exemple dont on parle toujours, mais qui est vraiment fascinant, je trouve, qui est celui de la prise de décision dans le cadre stratégique, quand on compare la manière dont l'information est montée à Kennedy pour l'opération de la baie des Cochons et pour la crise de Cuba. Et c'est assez fascinant parce qu'on a vraiment pu étudier que pour la baie des Cochons, il y a toute une manière de faire où tout le monde était il y a toute une organisation des discussions préalables qui avait fait que la décision a été complètement biaisée. Et du coup, Kennedy ensuite s'était arrangé pour que toutes les délibérations pendant la crise de Cuba se fassent dans un cadre déhiérarchisé, hors de sa présence, etc. Ce qui fait que ce qui a pu lui arriver ensuite était structuré d'une manière très, très différente. Et il me semble que c'est un exemple qui est rabattu, mais c'est vraiment intéressant parce qu'il y a derrière cette idée de créer des espaces qui sont des espaces où la rencontre des points de vue peut se faire, où il y a une décrispation par rapport à l'urgence, par rapport aux relations personnelles, par rapport aux relations de pouvoir et tout, qui peut permettre quelque chose d'émerger, qui peut permettre un sens, qui peut permettre une appropriation collective de commencer. Alors, ce qui est intéressant aussi à ce sujet, c'est de voir que maintenant, toutes les démarches prospectives en France, dans l'école de la prospective française, fonctionnent plus par établissement de scénarios, mais fonctionnent par des démarches comme ça d'assez long terme, de réunions d'acteurs de manière de préférence déhiérarchisée, en essayant de les déhiérarchiser en tout cas, pour qu'il puisse y avoir un processus d'appropriation collective des enjeux sous-jacents qui permettent ensuite justement de rendre conscient tout ce qui est tout cet écosystème de décision. Ça, c'est vraiment ces espaces institutionnels libres
on va dire, ça me paraît extrêmement intéressant ce sujet. Tu veux ajouter quelque chose? Oui, mais très, très brièvement, mais je pense que la discussion en réaction à la remarque de Jean-Pascal, c'est on glisse de la notion de décision à celle de problématisation collective. Et une organisation qui va bien sait, d'une manière ou d'une autre, problématiser, enrôler le collectif dans le surgissement d'un problème qu'il faut résoudre. L'argent et le temps qu'on perd à résoudre des problèmes qui sont les faux, parce qu'on a des solutions, par exemple, déjà existantes, et on veut les appliquer très inconsciemment. C'est terrible. Donc, problématiser de manière pertinente, c'est capital. Et c'est sans doute peut-être une bonne orientation pour creuser la notion de décision. Oui. Si je peux juste ajouter un petit mot, je crois qu'il ne faut pas non plus être naïf, et il ne faut pas oublier, et ça c'est aussi un concept de la complexité, il ne faut jamais oublier que la nature humaine est paradoxale. Et donc moi je vois beaucoup de situations et de décisions où un dirigeant va justifier une décision dans un référentiel rationnel quelconque, hein, et puis en fait cette décision elle est plutôt c'est plutôt son bonus ou son package ou ceci ou cela. Il y a un détournement, il y a une capacité extraordinaire des humains à détourner des théories, des référentiels, des rationalités pour justifier des décisions. Ça, je veux dire, encore une fois, je crois qu'on revient encore une fois à la personne, au travail à faire sur la personne et sur l'éthique. Voilà, mais on n'est pas naïf. Je veux dire, on n'est pas naïf. Alors nous, dans notre métier, qu'est-ce qu'on peut faire en préventif avec les publics auxquels nous avons accès? Nous les amenons à être un peu moins naïfs sur la décision, et chacun le fait un peu à sa manière, mais quelque part, nous sommes tous aujourd'hui, chacun à sa manière, nous sommes à dire, attention, la décision n'est pas seulement un moment de pure rationalité, objectivité, etc. Et puis, il y a toutes sortes de choses qui interviennent dans la décision, y compris des phénomènes très subjectifs, très psychologiques. Bon, la baie des cochons est un grand classique dans notre département. Il y a Raymond Alain, moi aussi un peu, mais Raymond Alain a formé des générations entières à la décision en s'appuyant sur l'analyse de cet épisode-là. Donc voilà, et si dans notre petite pratique de conseil, ou en tout cas moi personnellement, si je suis dans une situation, je me fais un devoir de faire remonter si ce n'est la complexité, au moins le pluralisme de point de vue par rapport à un sujet. Et puis je sais qu'in fine, le client, le dirigeant, de toute façon, il prendra la décision, mais j'espère au moins avoir un petit peu influencé les prémices. Et puis a posteriori, qu'est-ce que nous faisons? Dans nos écrits, nous faisons un peu d'autopsie de décisions, et nous essayons de les comprendre et de montrer qu'on n'est pas naïf et tout ça. Mais voilà, in fine, il y a des dirigeants qui sont là, qui ont le volant, à qui on a confié la responsabilité d'une organisation, et qui doivent rendre compte d'ailleurs eux-mêmes. On ne peut pas les empêcher de conduire, voire mal conduire. Hein, Très bien. Il a été question d'émergence de l'intelligence, émergence du sens. Vous connaissez le paradoxe de Minsky, comment des neurones qui sont en eux-mêmes sans intelligence, comment des milliards de neurones connectés produisent une intelligence. Il y a aussi le paradoxe inverse ou inversé de Minsky, comment dans une collectivité, dans une organisation, comment des individus intelligents, interconnectés, peuvent produire un ensemble stupide. Donc ce sera anecdotiquement ma conclusion. Merci. Merci beaucoup. Raymond Alain, merci Amit, merci Florian, merci François de cette table ronde, et merci à toutes et tous d'avoir été là la journée. Et donc, pour ceux et celles qui auront un peu de temps, c'est avec grand plaisir qu'on se retrouve pour un petit moment d'échange. Merci à vous.